Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er décembre et pour commencer ce dernier mois de l'année, nous allons commencer avec une news qui concerne le RC Lens, le leader surprise de la Ligue 1, un club qui fait pas trop de bruit mais qui avance doucement mais sûrement, c'est les mots que j'avais employés pour débriefer un de leurs matchs il y a pas si longtemps. Eh bien on va se demander jusqu'à quand ils peuvent rester au sommet de la Ligue 1. Nous reviendrons également sur le match du dimanche soir entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes et, aux surprises, une polémique d'arbitrage, on n'est pas habitué du côté de la Ligue 1, on parlera de Francaise qui déclare que l'objectif pour l'OGC Nice, c'est le maintien. On ira du côté de Monaco pour le choc qui a eu lieu entre les Monégasques et les Parisiens. Et enfin, petite excursion à l'international pour le match du Real Madrid qui est assez particulier et qui me donne envie d'en parler. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Personne ne les calculait et malgré tout ils sont au sommet de la Ligue 1, oubliez Marseille et sa galaxie de stars, le Paris Saint-Germain qui est censé être même dans une autre dimension, l'actuel leader de la Ligue 1 c'est le RC Lens et il fait bon vivre à Bollaert même si ça s'acte à travers un match à l'extérieur. C'était face au SCO Angers que les Lensois ont pris l'avantage, un match 2-1 où ils ont été portés par un très grand Florian Thauvin, double buteur mais extrêmement influent dans le jeu. Ça fait plaisir de revoir Thauvin à ce niveau-là parce qu'il avait eu un petit temps faible où c'était un peu plus compliqué pour lui pour plein de raisons, et bien là on le voit revenu au sommet de son football et je ne cesse de me dire que ça a été un recrutement absolument incroyable de la part du RC Lens d'aller chercher Thauvin vu comment il est capable d'être fort au cours des rencontres. Sur ce match, on a eu un RC Lens qui globalement était au niveau sur absolument tous les joueurs. J'ai beaucoup aimé la prestation de Sangaré qui est le second homme du match pour moi. Il évoluait justement dans la même zone que Florian Thauvin, mais lui, il était plus sur les tâches à vocation défensive, il a été impérial au duel, mais à un moment, ce match, il est juste mérité pour les Lensois, et il est à l'image de leur saison. C'est pas un carton à base de 6 buts qui va beaucoup faire parler, c'est pas non plus un clean sheet, t'as pas forcément des galaxies de stars dans cette équipe, mais ça joue bien, c'est cohérent, ça fait le taf, et j'ai vraiment envie de saluer le travail qui est fait par l'entraîneur, Pierre Sage, la réorganisation de la cellule Mercato également, ça bosse bien du côté de Lens, c'est un club qui mérite franchement cette place. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir la tenir jusqu'au bout de saison? Honnêtement j'ai des doutes parce que la concurrence est quand même vachement rude, t'as de très très grandes équipes qui veulent également la place de leader en Ligue 1, mais par contre je suis en train de me dire que viser la Champions League, viser le podium pour Lens, ça devient quelque chose qui est tout à fait envisageable et pourtant au début de saison personne les imaginait avoir ce genre d'objectif. Chapeau messieurs. Un score de 3-0, une polémique d'arbitrage, un Kita qui est fou furieux, voilà ce qu'on peut retenir du match entre l'OL et le FC Nantes. Alors honnêtement, je vais pas m'appesantir sur l'arbitrage, je vous montre les images, je vous laisse juger de la pertinence ou non d'un hypothétique carton rouge, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on va retenir de cette rencontre ? Eh bien, déjà le fait que, quel que soit votre avis sur l'arbitrage, il faut avouer que ça a été le tournant du match. Les Lyonnais étaient supérieurs aux Nantais, incontestablement. Ils dominaient la première mi-temps, mais du coup, avec les Canaries réduits à 10, eh bien, sont arrivés les 3 buts pour l'Olympique Lyonnais et le fait que les Nantais n'avaient tout simplement plus aucune chance. On note un doublé qui est extrêmement important, celui de Satriano, puisque ce sont ses premiers buts marqués en championnat avec l'Olympique Lyonnais et une belle petite bicyclette. Bon, belle, je force peut-être un peu parce qu'elle se fait à 1m30 de hauteur, mais c'est toujours le genre de geste qu'on apprécie. D'ailleurs pour l'Olympique Lyonnais, je trouve que toute la ligne offensive est à saluer, ce qui est une belle performance parce que ça n'a pas toujours été le cas, tu as souvent dû t'en remettre à Tolisso qui est un petit peu ta valeur sûre, mais ici franchement ça a été une prestation carrée. Et du côté du FC Nantes, difficile de retenir des choses en termes d'ambition de jeu quand tu te retrouves durant toute une mi-temps réduit à 10. On peut souligner le fait qu'Ablin a été la petite éclaircie au milieu des nuages, le phare au milieu de la nuit du jeu nantais, parce que franchement à 10, t'es pas hyper solide défensivement, t'as du mal à avoir de la créativité et sans le talent de Mathis Ablin, finalement, c'est un petit peu encéphalogramme plat. C'est un match qui va être important en termes de classement général. Regardez-moi ça, l'Olympique Lyonnais se retrouve à une place européenne, celle de la Ligue Europa Conférence, mais ils peuvent viser un petit peu plus haut. Du côté de Nantes, ça commence à sentir mauvais, t'es barragiste à égalité de points avec le premier relégué, mais il faut désormais aller chercher 3 points pour sortir de la zone rouge. Curieux de voir ce que ça va donner du côté des Canaries pour la suite de la saison.
Nice joue le maintien. Oui, on parle bien d'une équipe qui a terminé 4ème la saison dernière. Oui, on parle bien d'une équipe qui est engagée en Europe. Oui, on parle bien d'une équipe qui a un actionnaire ultra riche comme Ineos derrière. Mais malgré tout, c'est pas moi qui dis que Nice joue le maintien, c'est leur entraîneur, Francaise. Et il dit ça suite à la dernière très triste prestation de l'OGC Nice. Voici les compositions qui étaient alignées. Ça donnait 3-1 à Lorient. Je vais pas tout vous débriefer. Mention spéciale à Melvin Barr, capitaine qui fait couler le navire. Et sinon, 3 buts attendus à 1 en arrondissant, c'est finalement des statistiques qui nous montrent qu'il n'y a pas eu de surprise au cours de cette rencontre. C'est une défaite bien méritée pour les Niçois. Alors, est-ce que l'entraîneur de Nice force en disant qu'il joue le maintien? Eh bien, pas tant que ça, parce que quand on regarde le classement de la Ligue 1, Nice est à une 10e place, mais surtout, ils sont à 7 points de la première place européenne et à 6 points de la première place de barragiste. Donc, en fait, Francaise, il exagère pas tant que ça. T'es très loin de l'Europe, t'es un tout petit peu plus proche de la zone de maintien, donc finalement faut peut-être davantage regarder dans le rétroviseur que devant. Reste que moi j'ai quand même du mal à imaginer l'OGC Nice continuer à descendre dans le classement pour plusieurs raisons. Ils ont quand même un petit peu de talent dans cet effectif, même si je louerais pas sa construction. Il y a la Coupe d'Europe qui aujourd'hui leur prend un petit peu d'énergie, même s'ils sont pitoyables dedans, mais ils sont tellement pitoyables qu'ils vont vite finir par ne plus la jouer. Et finalement, cette équipe allait dans une très mauvaise phase, mais elle a montré l'année dernière qu'elle était capable de faire de bonnes choses dans le championnat français. Donc évidemment, Nice part sur une saison catastrophe, une saison ultra décevante, une saison qui mérite toutes les critiques. Mais le maintien, je pense qu'il faut regarder dans le rétroviseur comme le dit ton entraîneur, mais je me fais pas trop de soucis pour leur capacité à rester en Ligue 1. Est-ce qu'on a déjà vu un truc plus AS Monaco que ça? Les mecs, ils sont dans une série de matchs qui est extrêmement compliquée, ils se font vivement critiquer, t'es en train de te dire que le podium de Ligue 1 est en train de t'échapper, tout le monde les imaginait se faire dévaster par le Paris Saint-Germain et résultat, eh bien ils font une petite victoire 1-0, mais un gros coup à l'échelle de notre championnat français et en plus cerise sur le gâteau, ça fait que le PSG perd sa place de leader. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre? Voici déjà les compositions qui étaient alignées et j'ai beaucoup aimé Minamino, buteur, est logiquement récompensé car il a incarné le danger et Monaco globalement a été très solide. Mais l'éléphant au milieu du couloir, c'est évidemment cette action à la 12e minute où il y a une faute qui a failli blesser très gravement Chevalier. On est sur le genre de geste qu'on n'a pas forcément envie de voir dans le football parce que ça risque de blesser un des acteurs et il y a eu une polémique, est-ce qu'il fallait ou non expulser le joueur monégasque? Alors je dois vous avouer que ça m'a étonné de voir Lamine Camara rester sur le terrain. Quand on regarde les images, on voit la cheville de Chevalier qui tourne quand même de façon assez spectaculaire, mais je vous laisserai juger. Côté Paris Saint-Germain, il faut quand même pas se cacher derrière ça parce que le match était très mauvais. Je trouve que Vitinha a fait une bonne rencontre, mais c'est globalement le seul à sauver. Ta défense a été un petit peu friable, Mayulu devant a été décevant, Gvara a fait de bons débuts, mais il s'est éteint à une vitesse XXL et globalement, t'as fait un match assez neutre. Culture PSG nous rapporte les propos de Luis Enrique après la rencontre et lui, il y va pas avec avoir 4 chemins, il nous dit directement que c'est le plus mauvais match de la saison et honnêtement, je pense comme lui. Parce qu'en fait, ça peut arriver des matchs où t'as un mec qui coule ton équipe, parce que c'est un défenseur central qui va provoquer un penalty, qui va se faire expulser, et du coup ça va avoir un impact négatif sur toute ta performance. Là, du côté du PSG, t'as pas eu un mec qui a incarné la faillite, c'est plutôt un ensemble de prestations décevantes où tout le monde a été en dessous des attentes, donc ouais, je pense que c'est le pire match de la saison pour le Paris Saint-Germain, ce qui n'empêche qu'il faut féliciter les Monégasques évidemment pour cette performance. Une déception lourde de conséquences pour le Real Madrid, ce match nul face à Girona les fait passer 2e de Liga, le FC Barcelone a profité pour prendre la place de leader du côté de l'Espagne et c'est lourd de conséquences parce qu'on sait que Xabi Alonso était très vivement critiqué et jusqu'à présent il avait seulement l'aspect comptable qui allait en son sens, désormais il n'a même plus ça alors que le match était pas si pire comme on dit. Voici les compositions qui étaient alignées et évidemment contre un club qui est en zone rouge en classement de Liga, t'es en droit d'attendre mieux, mais Xabi Alonso a pas chargé ses joueurs, il a lui-même dit que ce qui manquait c'était surtout de l'efficacité. Il y a une énième polémique sur un penalty qui aurait pu être accordé au Real Madrid, je vais vous passer ces débats, j'ai l'impression de dire ça pour chacune des news, on peut plus parler foot sans parler arbitrage problématique, mais en tout cas ce qui a manqué au Real c'est surtout une capacité à transformer
fermer leurs occasions. Parce que ce Real Madrid, pour une fois, défensivement, il n'a pas été honteux. Le retour de Rudiger est d'ailleurs à saluer. Thibaut Courtois est relativement fiable à l'échelle de la saison, il l'a une nouvelle fois rappelé ici. Bref, t'as pas trop de sujets là-dessus. Devant, offensivement, alors t'as parfois manqué de cette capacité à conclure les actions, mais t'arrives quand même à te mettre dans des occasions assez régulièrement. Tu tires quand même pas mal de fois, un petit peu moins de façon cadrée, et du coup ça donne ce 1 qui est décevant, mais c'est pas non plus le match le plus honteux de la saison pour le Real Madrid. Reste que c'est peut-être le match qui va faire basculer la saison, parce que comme je le disais en introduction, Xabi Alonso, tu sais pas trop où va son Real Madrid, il n'y a pas trop de progrès, mais au moins c'était leader de Liga, et désormais ça ne l'est plus. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je me tâte, j'ai pas encore tranché le sujet sur lequel je veux aller. J'ai bien envie de vous faire un sujet sur Yamal. Je vais pas vous mentir parce que je le trouve hyper en forme et je sais que c'est un joueur qui est très régulièrement évoqué, mais en fait je trouve qu'on parle plus de ses polémiques que du football en lui-même, et j'ai bien envie de faire une vidéo sur le football de Yamal, purement le football, purement le terrain, faire une longue vidéo où je vous dis à quel point je trouve ce joueur kiffant depuis le début de saison, parce que franchement, je l'avais déjà dit dans une news dans le passé, mais on parle beaucoup de l'extra-sportif et on a tendance à oublier le simple fait de parler du fait que c'est un joueur absolument extraordinaire en fait. Et je pense que beaucoup ne comprennent pas exactement quel est le profil de Lamine Yamal et à quel point sa palette est large, il est trop résumé à un dribbleur. Bref, je me lance déjà en fin de journal, donc ça sent la vidéo sur ce sujet cet après-midi, on verra bien. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, kiffez bien, bon début de semaine, salut.